reconnaissez cette douceur, cette lumière? C'est l'atmosphère des Pays de la Loire. Aujourd'hui, nous prenons la route du Grand Ouest, mais c'est un voyage déboussolant qui vous attend, car au milieu de cette campagne verdoyante, je vais vous faire plonger dans un univers oriental, extrême oriental même, le plus grand jardin japonais d'Europe. If you want something to play with, go and find yourself a toy. On y pratique un art des jardins qui remonte au XIIe siècle. Nous allons nous exercer à la taille en iwaki, au geste délicat du pincement de chandelle. Nous allons apprendre à former la silhouette d'un bonsaï. Respirez, nous sommes presque arrivés. Avec ses 29 hectares, le parc de Molévrier est le plus grand jardin japonais d'Europe. Le parc actuel faisait partie de la propriété du château Colbert, fondé en 1680 pour Édouard-François Colbert. Détruit pendant les guerres de Vendée, le château est reconstruit entre 1815 et 1830. À la fin du XIXe siècle, la propriété est rachetée par un riche industriel. Son beau-fils, l'architecte parisien Alexandre Marcel, restaure les intérieurs, puis aménage les abords. Comme le voulait la mode à l'époque, l'homme se passionne pour l'orientalisme, et plus particulièrement le japonisme. Il crée donc à l'arrière du château, autour de la rivière, un espace oriental qu'il appelle paysage japonais. À Molévrier, la promenade suit le cours de la rivière et offre un espace de méditation et de poésie. Bienvenue au parc oriental de Molévrier. Quand on visite un jardin comme celui-ci, il faut vraiment laisser aller son imagination. Toutes les scènes du décor sont censées représenter en miniature un paysage naturel. Ciel, lac, mer, montagne. Pour réaliser un jardin japonais, l'architecte fait creuser un étang, élargir la rivière et planter de nombreux arbres exotiques. En 1945, à la mort des propriétaires, le parc est abandonné pendant 40 ans. Aujourd'hui, le jardin a retrouvé de sa superbe. Ça sent bon ça, un magnolia. Les 400 espèces de végétaux taillés en transparence ou en nuages surprennent par leur silhouette. La richesse du jardin zen japonais vient de son dépouillement. Tout y est esquissé et suggéré. Le jardin oriental de Molévrier, comme tous les jardins japonais, s'articule autour de 3 éléments. Le minéral, le végétal et l'eau. C'est l'eau qui ici
guide les pas du visiteur. La Moine, la rivière qui traverse le parc, s'écoule d'est en ouest et c'est dans ce sens qu'au Japon, on visite un jardin en suivant la course apparente du soleil qui symbolise le cycle des saisons et le cycle de la vie. Une barque nous attend un peu plus loin avec à son bord Didier, le chef jardinier du parc, car certains arbres ne sont accessibles que depuis la rivière. Didier est un enfant du pays devenu chef jardinier qui veille de manière méticuleuse à l'entretien des lieux. Didier ? Oui, Ah, vous êtes là. Donc on embarque. allons-y. Voilà, je m'installe à côté de vous. Voilà. On va dans quelle direction? Rive opposée. On va se rapprocher du Taxus. Dans ce jardin, l'eau est l'élément principal de la conception, puisqu'elle occupe 3/10 de la surface paysagée. Tout le jardin est conçu autour de l'eau. Absolument, c'est la base. Ce type de jardin se construit en appui sur un courant d'eau circulant est-ouest. Avec tout autour des couleurs, des arbres en fleurs en cette saison. Quelques azalées, beaucoup de cerisiers, de camélias, etc. Et juste derrière, donc, un arbre qui n'est accessible que par l'eau. Un arbre qu'on n'a pas l'habitude de voir taillé comme ça. C'est un Taxus baccata fastigiata pour sa variété. Autrement dit, un if. Pour beaucoup, un if, c'est un arbre qui se dresse droit Absolument. devant nous. Là, il a vraiment une forme très particulière. On voit ces plateaux, il est taillé, c'est ce qu'on appelle la taille... Ce qu'on appelle un niwaki. Le niwaki, c'est ce qu'on appelle aussi la taille en nuage. La taille en nuage, oui. Le niwaki, c'est l'arbre du jardin, hein, complètement maîtrisé de par ses formes et ses volumes par le jardinier du jardin japonais. Donc l'objectif, c'est de créer de la transparence dans l'arbre. C'est une recherche esthétique qui met en évidence la structure de l'arbre, la force de l'arbre, et qui laisse en même temps beaucoup de légèreté par cette transparence évidente et exagérée. C'est vrai que très souvent, on profite du feuillage, de la frondaison d'un arbre, rarement du tronc. Or, là, avec cette taille, on profite vraiment de toute la structure de l'arbre. Et alors, Absolument. celui-ci, celui qui est derrière, il est fabuleux. Franchement, je n'ai jamais vu un arbre comme celui-ci. On croirait une forêt. C'est un arbre qui a basculé, qui s'est déraciné en partie, mais qui n'est mais jamais complètement, donc qui est toujours vivant, et qui a ensuite repris l'énergie, et c'est les branches qui étaient du côté opposé, hein, qui se sont développées à la verticale, qui forment cette forêt. Oui. Il est magnifique, cet arbre. Après cette balade bucolique, il est temps de passer aux choses sérieuses. Didier doit effectuer une taille japonaise en équilibre sur la barque. Qui se lève le premier? Donc, peu importe. Allez. Allez-y d'abord. Ouh. En même temps, on a les branches pour se tenir. Voilà. C'est ça sert pas à ça, mal. C'est très pratique. Très bien. Ok. Très pratique. Voilà, alors attendez, oui. J'ose à peine me pencher pour ramasser les cisailles. Alors, attention, ça coupe. Merci. Donc, il y a un peine en équilibre et en plus ça coupe. Alors qu'est-ce qu'on coupe? Allez-y, montrez-moi. Alors, on taille juste la jeune pousse. C'est extraordinaire. Vous donnez quelques petits coups de cisaille et le nuage reprend une forme parfaitement régulière. Il y a quelques minutes, j'avais l'impression que ces nuages étaient déjà presque parfaits, mais là, il n'y a plus un cheveu qui dépasse. C'est un travail de coiffeur, là. C'est presque ça et on l'entend beaucoup par nos visiteurs. Alors, on dit souvent qu'il faut prendre appui sur... Voilà, on s'appuie sur sur la l'arbre. forme ancienne hein, et Ok. on travaille avec la pointe de la cisaille. Hein. Ce qui doit travailler, c'est vraiment les 5 derniers centimètres. C'est vraiment pas facile sur une barque, hein. Et puis alors, comme j'ai tendance à faire quelques pas en arrière, faut pas que j'oublie que... Voilà. Il ne faut pas bouger l'eau sur est la tout barque. près. C'est la barque qui bouge. Mais il ne faut pas se déplacer sur la barque. J'aimerais obtenir le même son que celui que vous faites avec votre cisaille. Là, il y a une belle musique. Chez moi, il y a un peu de fausses notes. Combien de temps de pratique? Un peu plus de 30 ans maintenant.
Ça explique tout. La taille en iwaki. Didier, je vais vous laisser et je vais regagner la berge pour un autre geste très particulier, le pincement des chandelles. Admirez le travail. C'est encore un if, taillé en parasol. Il est si compact que l'eau parvient à se refléter sous la voûte. Certains éléments présents dans le parc sont typiques des jardins japonais et ont un symbole très marqué. Le pont, élément essentiel du jardin oriental, a lui aussi une forme cintrée. Cette silhouette et son reflet dans l'eau évoquent le disque solaire. Ah, il faut enjamber, Jamy. Je passe par-dessus. Il faut passer par-dessus. Oui. Pourquoi c'est fermé comme ça? Alors parce que c'est un endroit interdit au public, hein, qui est autorisé qu'à l'empereur japonais et aux jardiniers. Donc aujourd'hui, vous êtes jardinier. Très bien, je pensais que vous alliez dire je suis l'empereur, mais bon, je suis allé un peu trop loin. On va être jardinier pour l'instant. En fait, ici, on est sur ce qu'on appelle les îles au paradis. Exactement, exactement. On est là sur l'île de la Grue. Donc la grue est représentée sur toute sa longévité, comme si c'était la grue en plein vol, avec ses ailes contre le corps. D'accord, là c'est la grue, et juste derrière, il y a la tortue. C'est la tortue, ouais. D'accord, alors c'est vrai qu'il faut un peu d'imagination. Hein. On est dans un endroit japonais, donc il faut avant tout travailler l'imaginaire. La grue et la tortue, deux animaux très importants dans la tradition japonaise. On raconte que lors d'une inondation, une grue n'avait plus aucun espace pour se reposer. Elle était sur le point de mourir quand une tortue lui a proposé sa carapace pour se reposer. Et puis, quelques mois plus tard, lors d'un été torride, en pleine sécheresse, la même tortue, elle, justement privée d'eau, était aussi sur le point de mourir. La grue est revenue, elle a pris la tortue, elle l'a emmenée un peu plus loin, là où il y avait un peu d'eau, ce qui a permis à la tortue de continuer à vivre. Ça illustre très bien la complémentarité de ces deux animaux, le fameux yin et yang de l'Extrême-Orient. Alors je ne connaissais pas du tout cette anecdote, c'est très intéressant. Merci d'être venu rien que pour ça. Et moi je suis surtout venu pour le pincement. Selon la coutume japonaise, Benoît le jardinier taille un pain à la main en pinçant les chandelles. Une technique très précise, le metsumi, qui permet de ne pas abîmer les aiguilles. C'est un geste très très simple. Voilà, il suffit de pincer avec la main droite ou la main gauche, et voilà, avec l'autre main, tirer, et voilà, on garde comme ça un petit bout de la chandelle, et on fait ça sur chaque chandelle. En fait, ce que vous appelez la chandelle, si je ne m'abuse, c'est une jeune pousse. C'est exactement ça, ouais. Et pourquoi on la pince? Alors on la pince pour créer une densité plus importante en extrémité de branche, pour créer ce qu'on appelle des plateaux. Alors la technique est différente que ce que vous avez pu voir sur l'IF. Sur l'IF, c'était une technique à la cisaille. Là, c'est une technique de pincement à la main, tout simplement pour pas couper ces aiguilles-là, qui risquent de jaunir si on les coupe. Et esthétiquement, ça serait pas chouette. Ok. Alors, je vois qu'il y a des chandelles qui portent des excroissances. Ça ressemble drôlement à une jeune fleur, à un bourgeon, tout ça. C'est exactement ça, c'est une fleur. C'est la fleur mâle, c'est la fleur mâle du pin. Il y a aussi une fleur femelle qui se situe à l'extrémité des chandelles. Mais là, les chandelles sont encore un petit peu jeunes pour qu'on puisse les voir. Le fait de le faire maintenant, ça se coupe facilement. Si on attend, ça se lignifie. Absolument. Et ça devient impossible. Et on laisse donc un petit morceau de la jeune pousse qui va permettre à la sève, malgré tout, de remonter. Et c'est grâce à cette sève que d'autres chandelles vont pousser, ce qui va permettre de densifier la branche. Voilà. Okay. On sent aussi l'autre caractéristique, celle d'avoir de la résine, Exactement, qui colle au bout des doigts. Alors ça va vous tacher les doigts. Ah. Il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, ouais.
Benoît, vous savez évidemment que dans la tradition japonaise, on utilise beaucoup les plantes médicinales. Le jardin que nous allons découvrir maintenant devrait vous intéresser. Il s'agit du jardin Camifolia, que vous connaissez. Bien sûr, c'est nos voisins. Voilà. Un jardin dans lequel on recense plus de 500 espèces de plantes aromatiques, tinctoriales et médicinales, dont la camomille. Ce jardin est un écrin de verdure situé au cœur de la vallée de l'Irôme. Il est aussi l'un des plus gros producteurs de plantes médicinales. Au milieu du 19e siècle, un puceron ravage les vignes de la région. À l'époque, la camomille romaine est utilisée pour attirer ces pucerons et sauvera ainsi les vignes. Désormais, cette plante utilisée à des fins cosmétiques et pharmaceutiques est la reine de la région. Elle est cultivée depuis plus de 150 ans. Alors concrètement, ce sont des plants que nous avons multipliés au mois de février. Nous avons prélevé de petites pousses qui, en faisant ce qu'on appelle de la division de touffes, que nous avons rempotées. Nous avons laissé cette plante quelques semaines en serre. La camomille pousse dans les sols ordinaires sablonneux et bien drainés. Tonique et amère, elle se consomme en tisane. Alors la camomille, elle a des vertus calmantes pour le sommeil, autrement digestives. On peut aussi l'utiliser pour des bains oculaires, pour des irritations. En utilisation externe, la camomille soigne notamment les maladies de peau et certaines douleurs comme la sciatique ou le lumbago. Si dans le parc, cette culture est la plus impressionnante, il y en a beaucoup d'autres. Le jardin s'étend sur plus de 3 hectares et recense plus de 500 espèces de plantes médicinales plantées au pied de ces statues. Alors cette statue représente les maux de tête. Donc, en particulier, nous allons retrouver la valériane qui, elle, va soigner plutôt les problèmes d'anxiété, les problèmes de troubles du sommeil. Alors suite à ça, nous avons l'autre statue là, qui représente les maux de peau. Et là, il y a une plante très particulière qui va soigner les verrues. Donc, il suffit de casser une tige ou une feuille, peu importe. Et donc, à l'intérieur de cette tige, on retrouve un latex jaune ou un latex orange. Et il suffit de l'appliquer sur une partie de la verrue. Donc, on voit tout de suite cette couleur qui est très, très tachante et qui va servir d'acide pour consommer la verrue. Juste derrière, une autre plante aux vertus encore plus originales. Nous avons de la saponaire ici. La saponaire est une plante médicinale et elle contient de la saponine. La saponine, c'est une propriété qui peut faire du savon. Donc il suffit de frotter ces feuilles avec de l'eau. Nous arrivons à avoir du savon quand il y a de l'humidité. Ou avec les fleurs. Elle est utilisée autrement en sommité fleurie comme diurétique. Si ce jardin est une pharmacie à ciel ouvert, les jardiniers veulent avant tout informer les curieux et insistent sur le fait que les plantes doivent être consommées avec modération et surtout en toute connaissance. Just a silhouette against your rising sun. Watch the water, watch the sky, count the days as they go by. I'm just waiting for my chance to come. Retrouvons Jamy dans le jardin oriental de Molévrier. Ce n'est pas l'heure de l'infusion, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes toujours au parc oriental de Molévrier et nous allons maintenant procéder à une opération très délicate que redoutent tous ceux qui débutent dans l'art du bonsaï, le rempotage. Heureusement, nous allons bénéficier du savoir-faire et de la technique d'Aurélie. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Aurélie est une jeune jardinière spécialiste du bonsaï, un art traditionnel venu du pays du soleil levant qui consiste à reproduire en miniature des arbres de taille réelle. Voici donc le sujet que nous allons rempoter. Un Ficus rubiginosa. Autrement dit, un figuier, il faut imaginer que dans la nature, c'est un arbre qui peut grimper jusqu'à 15-20 mètres, alors que là, on a réussi à le contenir à quoi, une trentaine, quarantaine de centimètres? Voilà, grâce à son pot et aux tailles qu'on fait par-dessus. Voilà, on l'a miniaturisé. Exactement. Un bonsaï se rempote tous les 3 ans. Une opération délicate qui nécessite des gestes techniques. On peut le soulever et on aperçoit plein de petites racines. L'idée, c'est d'enlever l'ancienne terre et d'en apporter une nouvelle. Depuis 3 ans, il y a assez peu de terre. Donc l'arbre a fini par épuiser les ressources de cette terre. Tout à fait, c'est ça. Alors, il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on ait de la place. Ouais. Et là, avec notre baguette, on va venir enlever la terre qu'il y a en surface, toujours du tronc vers l'extérieur, dans le même sens, pour ne pas abîmer les racines. Okay. Ça, c'est important. Alors, on gratte comme ça, comme si c'était un peigne. Donc, on va apercevoir de plus en plus de racines. En dessous, maintenant, souvent, moi, je le porte. Et Allez, je vais le porter. Ce sera plus simple. merci, c'est gentil. Allez-y. Et là, on fait tomber la terre. J'ai vraiment l'impression qu'on déshabille l'arbre. Oui, on met l'arbre à nu, en quelque sorte. Maintenant, je peux le poser? Oui. J'ose Je à vais peine vous parce aider. que... Ah, dans ce sens, ben oui. C'est tellement fragile, un bonsaï. Maintenant, avec un ciseau japonais. Alors, c'est une lame qui est tranchante des 2 côtés. C'est une coupe très franche qu'il faut faire. On va tailler les racines, les épointer. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Alors, juste les extrémités, légèrement. On croirait des cheveux de bébé. Légèrement. Pour faire pousser un bonsaï dans les règles de l'art, il faut retirer toutes les racines pivotantes, c'est-à-dire celles qui s'enfoncent dans la terre. Ainsi, les racines restantes vont se souder entre elles et permettre de faire grossir la base du tronc. Avant de rempoter l'arbre miniature, il faut préparer son pot. Une opération complexe. À l'intérieur, on a des trous. Oui. Ça, c'est très important. Il faut absolument que l'eau circule. Et des petites grilles de drainage. Ça évite à la terre de sortir du pot. Voilà, exactement. On va mettre un fil de ligature, donc un fil comme celui-ci. Qui sert à quoi? Il sert à tenir l'arbre dans son pot, qu'il soit stable. Vu qu'il n'a pas de racines, enfin peu de racines. C'est une sorte de racine artificielle, en quelque sorte. Oui, voilà. Attendez. On le met Ça, je vais ensemble. faire. Voilà, je lève le pot, moi. On va le faire passer dans les grilles. Ok. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Et on le met à l'extérieur. À l'intérieur du pot, Aurélie va disposer la terre. Là, le mélange est prêt maintenant. Il n'y a pas de grumeaux. Un mélange de terreau, de roches volcaniques, qui va permettre de densifier les racines, et du sable pour drainer l'ensemble. Voilà. Alors là, on va... Là, il est haut quand même, non? Il est bien. Ok. Après, il Parfait. faut qu'il vous plaise, à vous, dans C'est très son beau, pot. très beau. Alors maintenant, on va attacher l'arbre. Et ça, il faut le faire sur tous les bonsaïs. Oui, au rempotage, c'est bien, ouais. Alors, on va remettre le mélange tout autour. Très bien. Et pour que l'opération soit un succès, la touche finale, un bon arrosage. On va laisser notre bonsaï prendre racine et nous, en revanche, on va bouger un peu. On va pas très loin, on va à Angers, au jardin Terra Botanica, vous connaissez? Oui. Voilà, un jardin qui héberge d'autres plantes asiatiques, une plantation de thé notamment.
côté d'Angers, Terra Botanica est un parc d'attractions et un parc végétal qui raconte 6 siècles d'histoire des plantes. Depuis le XVe siècle, les grands explorateurs ont rapporté de nombreuses plantes du monde entier. Le parc relate cette longue histoire de voyage à travers 275 000 espèces différentes. Nous pénétrons dans la partie Asie. Voici le camélia à thé, l'unique plantation de thé en France. C'est le chef jardinier Dominique qui s'en occupe. Nous sommes donc là en présence de jeunes pousses de thé. Et donc c'est à partir de ces jeunes pousses que l'on récolte régulièrement, que l'on fabrique le thé. Pour le moment, aucun thé n'a encore été produit. Car pour cela, il faut beaucoup de pousses. C'est un travail de longue haleine. On taille très régulièrement pour que justement ces feuilles se déploient et qu'on puisse faire la récolte. Cette parcelle est encore très expérimentale à cause du climat tempéré de l'Anjou. Dans un premier temps, les jardiniers observent le comportement des camélias à thé. Donc là, on est en présence d'un sujet qui est dans un milieu beaucoup trop humide et donc qui présente des caractéristiques de dépérissement. Par contre, là, on se trouve en présence d'un camélia dans un sol beaucoup mieux drainé, avec de l'eau, mais bien drainé, et donc qui représente une bonne vigueur. Le parc botanique possède également des serres, dont une qui recense une très belle collection d'orchidées. Boris est incollable sur le sujet. Alors à Terra Botanica, on a évidemment des dizaines de variétés d'orchidées qui viennent du monde entier, puisque c'est la famille de plantes à fleurs la plus variée au monde. Et puis on a forcément le Phalaenopsis, l'orchidée papillon, qui est l'orchidée la plus vendue en France, qui est celle-ci. Ce qui va caractériser les orchidées, c'est la forme de leurs fleurs. Elles ont notamment un pétale qui est spécialisé dans l'attraction des insectes pollinisateurs. C'est ce pétale-là qu'on appelle le labelle. Et c'est ça qui donne son côté assez animal ou assez particulier aux orchidées. C'est ce qu'on aime tant, en fait. C'est cette piste d'atterrissage pour les insectes pollinisateurs. Si celle-ci est la plus connue, il y en a aussi plein d'autres. Et puis il y a des orchidées qui ont des fleurs vraiment spectaculaires, avec des pétales très fins, comme juste celle-ci, qui va faire des pétales très fins, mais sur laquelle on va retrouver toujours, sur toutes les orchidées, ce label, ici, ce pétale spécialisé dans l'attraction des insectes pollinisateurs. Alors c'est extrêmement varié, il y a même des orchidées parfumées, et puis il y a des orchidées sur toute la planète. Il y a 30 000 espèces d'orchidées quand même, et l'homme en a créé pas moins de 100 000 hybrides, donc ça nous laisse le choix. En parlant d'hybride, voici une orchidée fabriquée par la main de l'homme. Elle n'existe pas à l'état naturel. C'est un petit peu la chouchoute des visiteurs. C'est une orchidée qu'on appelle épiphyte. C'est-à-dire qu'elle va pousser sur d'autres plantes. Elle ne pousse pas dans le sol. Ce qui va être très notable sur cette orchidée-là, déjà c'est la taille de l'inflorescence, parce qu'il y a plusieurs fleurs, donc on appelle ça une inflorescence. Et puis aussi, elle va développer des feuilles sur le même pied. On appelle ça une orchidée monopodiale. Elle va faire un seul pied et va fleurir petit à petit, tout au long de sa vie, le long du même pied. Et ce qui va forcément être très remarquable, c'est ces racines aériennes qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m, 2 m de long quand l'orchidée est un peu plus vieille. Et c'est par ces mêmes racines que la plante va capter l'humidité de l'air et les minéraux. Et pour compléter ce tour d'horizon des orchidées, Boris en a une dernière assez surprenante. C'est une orchidée liane, et vous la connaissez bien, c'est la vanille. Mais il faut qu'elle fasse au moins 4, 5, 6 mètres de tige avant de produire ses premières fleurs. Et c'est ces fameuses fleurs qui seront pollinisées et qui donneront une gousse de vanille. Alors pollinisée, pas toujours, puisqu'il faut un insecte qui intervient, ou alors la main de l'homme, comme c'est le cas maintenant dans toutes les cultures de vanille. Dans une autre partie du jardin, Pauline, qui est paysagiste, est en train d'effectuer une étrange manipulation. Alors là, on lâche des cryptolémus, c'est des coccinelles, qui vont venir nous aider à lutter contre le ravageur qui nous préoccupe sur certains végétaux. Et pour être certain que les coccinelles soient opérationnelles, les jardiniers ont leur technique. On les reçoit dans des petits tubes comme ça, ouais. On les conserve dans le froid, du coup elles sont endormies et on les garde dans nos poches pendant au moins une demi-heure et du coup ça les réchauffe et ça les réveille. Et on leur donne de l'eau mielée pour qu'elles soient bien en forme quand on les lâche, pour qu'elles aient de l'énergie pour partir, quoi. Et visiblement, la méthode fonctionne.
Alors du coup là on est assez content parce qu'on peut voir une larve de coccinelle. Ça veut dire que les coccinelles se reproduisent dans notre serre. Donc ça veut dire... Et en plus c'est intéressant d'avoir beaucoup de larves parce que les larves sont beaucoup plus voraces que les coccinelles adultes. Dans ce parc, aucun pesticide n'est utilisé et les équipes travaillent à faire pousser des plantes incroyables, des collections spectaculaires ou encore des espèces inattendues dans une région comme l'Anjou. Retour dans le parc de Molévrier où nous retrouvons Jamie. Ce jardin accueille aussi des visiteurs indésirables capables de faire d'énormes dégâts. Heureusement, Didier est passé maître dans l'art de leur faire la guerre. Quand il n'est pas sur sa barque, Didier fait la chasse aux chenilles et aux papillons. Des parasites qui, s'ils ne sont pas éliminés, peuvent être nocifs pour les arbres. Didier, Oui. ils sont où ces envahisseurs? Tout là-haut. Le nid blanc là qu'on voit au sommet? Oui, ce gros cocon blanc. Alors ça ressemble étrangement à un nid de chenilles processionnaires. C'est exactement ça. Et donc des chenilles qui sont dangereuses pour l'arbre. Qui sont dangereuses pour l'arbre parce qu'elles se nourrissent des aiguilles de cet arbre-là jusqu'à le déplumer complètement. D'accord. Et donc privé d'aiguilles, évidemment, un arbre comme celui-ci ne peut plus faire de photosynthèse et il meurt. Est-ce qu'un nid comme celui-ci peut venir à bout d'un conifère comme celui-ci? Non, l'arbre est suffisamment conséquent pour supporter la vie d'un nid de chenilles, mais si d'une année à l'autre, il vient un autre nid sur une autre partie de l'arbre, petit à petit, l'arbre sera décimé complètement. Voilà. Et donc l'objectif, ça va être de supprimer et donc, les occupantes de ce nid pour éviter qu'elles ne se transforment en papillons, que les papillons aillent pondre et que finalement, on se retrouve avec des colonies de chenilles processionnaires dans l'ensemble du parc. Absolument. Et là, vous avez une stratégie. Eh bien, on met des pièges. On met des pièges pour ces processions de chenilles. Donc le voilà, ce piège. Le piège à chenilles est là. Ici. Cette chenille descend dès les premières chaleurs, en début d'année. Elle descend en procession le long du tronc pour rejoindre le sol et se chrysalider et redevenir un papillon. Sur son chemin, une collerette autour du tronc d'arbre qui bloque sa descente, qui lui donne une seule issue par un petit tube qui arrive dans un sac rempli de terre. En fait, on va lui faire croire, quand elle arrive ici, que le sol est à ce niveau. Et donc là, vous allez éliminer toutes les chenilles. Oui. Ça, c'est le système qui permet de piéger les chenilles. Oui. Voilà. Mais il reste malgré tout des papillons. Tous les arbres ne sont pas équipés. Alors comment on lutte contre les papillons? Bien sûr. Eh bien, avec un piège à phéromones dans lequel on va attraper les papillons mâles. Donc un petit réservoir dans lequel on met un peu d'eau. Ouais. Bon, mais ils vont pas se jeter comme ça dans l'eau, les papillons. Non, le papillon ne vient pas boire. Le capot qu'on emboîte bien. Et ensuite? Voilà. Ensuite, tiens, je vous le donne. Okay. Une petite cage que je vais ouvrir dans laquelle on va mettre une capsule de phéromones. Une capsule de phéromones, donc ce sont des phéromones sexuels, femelles. Femelles, qui vont donc attirer le papillon mâle. Et donc cette capsule, on la place ici, pour que le papillon vienne la butiner au-dessus de l'entonnoir. Bien fatigué, il tombera dans le réservoir d'eau. Et comment on la monte là-haut? Il ne reste plus qu'à l'accrocher sur les branches, et pour ça, j'ai une perche. Ah, c'est peut-être pas le plus facile, ça. Ça nous évitera de grimper quand même. Bon, on va essayer. Alors, un crochet. Ouais. Ça, c'est complètement artisanal. Et ma perche ici, avec un autre crochet, qui permet ensuite d'aller le mettre là-haut. Et puis, je vous donne la perche, et il n'y a plus qu'à viser la branche. D'accord. C'est un peu un bizutage, là. Encore un peu plus haut. Cette branche-là? Non, elle va être trop grosse. Voilà, sur votre droite, ici, là, exactement. Là, un petit peu au-dessus. Montez plus haut. Là, on y est presque. Là, voilà, on y est. J'y suis? Non.
Oui, si. Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc il faut passer par-dessus. Et visiblement, accrocher un piège à plus de 6 mètres de hauteur, c'est plus compliqué que la pêche au canard. Elle y est. Non, 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 il va tomber. Elle va tomber. Faut le reprendre. Bon alors, je vous laisse la reprendre. Si elle tombe là, c'est... Bravo. Alors là, on reconnaît l'expérience de l'expert. Il devrait tenir toute la saison en place. Donc sur une saison, on arrive à recueillir entre 15 et 20 papillons. Et vous en disposez un par conifère? Alors non, pas un par conifère. On a une zone là étendue de 5000 m². On met 7-8 pièges à papillons. Ça se déplace beaucoup. Ok, ben, je vais vous laisser avec les papillons et les chenilles. Je dois rejoindre Benoît pour une plantation. Bon courage. Un peu plus loin, au bord de la rivière du jardin japonais, Benoît s'active. Il doit réaménager un massif en pente avec une plante recouvrante. Benoît, vous avez tout ça à planter? Exactement. C'est du Zoysia tenuifolia, donc un gazon japonais. Qu'on appelle aussi, je crois, le gazon des mascareignes. Exactement. Un archipel qui se trouve dans l'océan Indien. C'est ça. Ah. Et regardez. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah. Bon. Voilà, la veste, on va la elle faire est tomber, trop, je crois. Ouais. Ouais. Hop. Bon, j'attaque ici. Voilà, on va attaquer tous les deux. Hop. Le but, c'est de décompacter la terre. On casse les mottes. Exactement. Et aussi d'enlever les mauvaises herbes qui seront visibles. Comme ça. Ah. C'est bien sec, hein? C'est sec, ouais. Ouais. Bien qu'on soit à proximité de la moine. Hein. Il y a une concurrence racinaire qui fait que c'est sec aussi. Concurrence racinaire, c'est-à-dire que les racines des arbres qui sont autour, eh bien finalement, utilisent toute l'eau qui ruisselle et qui tombe ici, aux dépens des végétaux qui poussent, qui devraient pousser à nos pieds. Voilà, donc c'est pour ça qu'on adapte nos plantes par rapport aussi au sol. Donc là, on choisit ces plantes parce qu'elles supportent très très bien les endroits secs. Alors là, on a assez bêché. Ouais. Ce qu'on va faire, on va d'abord niveler. Ok. Pour niveler, on utilise un croc. Souvent, okay, les gens pensent que c'est un râteau qu'il faut, mais voilà, c'est ça. Ah. Donc c'est une fourche retournée finalement. Ouais. Et on nivelle avec. Voilà. Alors faut toujours tirer vers soi. Ah. Vous en parlez une bien. Petite démonstration. Voilà. Ça permet de niveler, ça permet aussi d'enlever de casser des mauvaises herbes. Là, voilà. je vois des choses qui traînent. On fait sortir des mauvaises herbes, voilà. On les sort. Allez-y, moi je vais faire le ménage. Voilà. Ok. Travail d'équipe, efficacité. Hop. Alors comme on a bien bêché, eh ben, on a bien tout enfoui. Ouais. Donc il n'y a pas grand-chose qui ressort. Donc voilà, c'est à peu près croqué. Ok. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est... croquer. Croquer, oui. C'est joli comme mot. C'est sympa comme tout, oui. Alors maintenant, on va prendre la poubelle qui est derrière nous. Ça, c'est du compost. C'est du compost. C'est un petit peu lourd, attention au dos. Ok. Et ensuite, on va en vider tout le long. Voilà. Il faut être assez généreux. Encore une fois, c'est pour mettre toutes les chances du côté de la plante. Et puis l'opération va se répéter avec le croc. Ok. Sans trop retourner la terre. Il faut niveler et enfouir légèrement. Et naturellement, ça va se mélanger. Bon, on plante ? On va planter. Alors là, donc on a la plante dans son godet, puisque c'est comme ça qu'elle a été élevée, cultivée. Et puis, on n'hésite pas à déchignonner. Déchignonner, exactement, c'est ça. Voilà, un petit peu, hein, on peut... Enfin, un petit peu, mais... là vous y allez franco. Hein. Oui, mais je casse rien, ça se... Voilà. Voilà, il faut surtout pas casser les racines. C'est ça, bon, il faut éviter, quoi. Voilà, ok. Alors, les racines, là, ce sont des rhizomes, hein, comme le bambou. C'est une plante traçante. Voilà, et c'est tout l'intérêt de cette plante sur un sol, finalement, qui est assez pauvre en eau, puisque les racines étant traçantes, elles n'ont pas besoin d'aller en profondeur pour chercher l'eau. Donc, elles vont récupérer l'eau et les nutriments qui sont en surface. Voilà. Alors, pour planter ces pots à C,
Des poacées, c'est ce que l'on appelait autrefois des graminées. C'est ça. Le nom change, mais pas les plantes. Hop. Un coup de tranche pour le trou, on dépose la plante et on rebouche. C'est simplissime. Les graminées vont être plantées à 15 cm les unes des autres. Il va falloir combien de temps pour que le gazon couvre la zone qu'on a préparée? 2 ans avant d'avoir un beau tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en ai fait que 2 pour le moment. Est-ce qu'il y a des plantes comestibles dans ce jardin? Alors non, en revanche, nos voisins ont un très beau potager. Et les voisins, c'est le château. On va aller faire un tour dans ce potager d'où sortent tous les légumes que prépare Sébastien Cramart, le chef, justement, du restaurant du château Colbert. Au pied du château Colbert, son potager bio de plus de 800 mètres carrés est exceptionnel. Créé à partir des plans de l'ancien potager datant de 1816, il est agencé en 14 carrés de plantations légumières. Je vais pouvoir finir cette parcelle. Comme le chef va passer tout à l'heure, je vais aller faire quelques évaluations de stade des plantes. Michael est le jardinier en chef. Après avoir travaillé au potager du roi à Versailles, c'est avec la même passion qu'il prend soin des 150 légumes et 50 fruits anciens. La première fois que je suis venu voir ce jardin, j'en suis tombé amoureux de suite. On ressent ce côté très paisible et puis cette terre qui n'arrête pas de produire. Ce qui fait l'excellence de ce potager, c'est son fonctionnement. Le système d'irrigation est complètement intégré et n'utilise que les sources et les eaux pluviales. L'avantage d'avoir le canal réparti sur tout le long du jardin, c'est qu'on a l'eau à proximité. Et ça, pour un jardinier, c'est indispensable. Ici, aucun pesticide, aucun désherbant. Autant d'éléments qui font que ce potager a même été primé, le plus beau potager privé de France. Le lilas. Très parfumé et c'est mon repère de saison. Quand le lilas fleurit, c'est le moment de planter la pomme de terre. Et à cette période, c'est également le moment de cueillir l'ail nouveau. Ce qu'on va rechercher, c'est la saveur, la fraîcheur. Là, on a vraiment ce parfum d'ail nouveau. Là, le fait de pouvoir arracher et l'emmener, on va dire, dans la demi-heure qui suit directement au chef, ça, c'est une fraîcheur qu'il a du mal à retrouver autrement. Et le chef qui va travailler sur tous ces beaux légumes, c'est Sébastien Cramart. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il vient faire ses courses ici et laisse libre cours à son imagination pour créer des plats de saison parfaitement maîtrisés. Bonjour chef. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. J'ai préparé j'ai sorti du silo les panais. Donc tu me diras la quantité que tu as besoin. Et pour des légumes bien conservés, Michael a une astuce. Il les dispose dans du sable bien sec après les avoir cueillis. Oui, ils sont beaux, hein. Ils se sont bien conservés, ils ont passé quand même tout l'hiver. Ouais, la conservation du produit comme ça, c'est original, quoi. Pour la fraîcheur, direction la serre, où Michael conserve des petits trésors, notamment les radis. Il en cultive 4 variétés, des rouges, des blancs, des noirs et des violets. Ouais, oh, la belle botte. Je peux dire qu'il n'y a plus d'un cuisinier qui rêverait d'avoir ça tous les matins. Je connais quelques confrères là, qui vont me jalouser. Dernier arrêt dans les allées du potager avant de rejoindre les cuisines, les fleurs comestibles. Et le chef a choisi des pensées. C'est sur un petit goût sucré. Là. Bah oui, on retrouve toujours ce petit côté... le côté fleur. Miel, fleur. Ouais, miel. Ouais, voilà, tout à fait.
Allez, il est temps d'aller sublimer tous ces produits d'exception dans les cuisines du Château Colbert. Sébastien a choisi une recette très simple, un panel de légumes crus et cuits sur une purée de panais. Donc on va commencer par la purée de panais et de cerfeuil. Donc on va en prendre 2 de chaque. Épluchés, découpés, il va d'abord les faire revenir au beurre à la poêle. Puis cuire dans un deuxième temps 15 minutes dans un bouillon de volaille. Et pour être sûr de la cuisson, une seule règle. C'est ce que je dis aux jeunes habituellement, c'est même quand vous faites quelque chose de très simple ou de compliqué, si vous ne goûtez pas, vous ne pouvez pas savoir. 15 minutes plus tard, il rajoute de la crème et fixe le tout. La purée est prête. Pour ce qui est des radis et des concombres, il les tranche à la mandoline. Les carottes, le fenouil, le céleri et les oignons bottes vont être cuits à l'anglaise. Une technique qui consiste à les plonger 2-3 minutes dans de l'eau bouillante et à les refroidir dans de l'eau glacée pour figer la chlorophylle et conserver le croquant. Ces opérations terminées, place au dressage. Donc là, ce qu'on va faire une petite corolle de concombre, avec les petites concombres que j'ai taillées tout à l'heure. C'est parfait. Il agrémente ensuite l'assiette avec la purée de légumes anciens. On va tout assaisonner. Un petit peu de vinaigrette de citron sur les produits. Et ensuite, on va faire notre montage. Les carottes, les oignons, les pois gourmands, les asperges blanches et vertes. Et pour terminer, tous les radis primeurs. Et on va finir par la floraison. Quelques gouttes de mayonnaise d'herbe, de betterave et d'agrumes pour décorer. Et le plus délicat reste à faire, le décerclage. Et voici une composition florale aux légumes de saison présentée avec minutie à l'image des jardins japonais. Donc la composition florale est terminée. Donc on va la mettre sous cloche et on va rejoindre Jamil qui nous attend dans le parc oriental. En plein cœur du parc oriental de Molévrier, au milieu des arbres et des parterres fleuris, Sébastien, accompagné de son équipe, apporte les assiettes sous cloche. Autour du buffet, les invités vont découvrir des assiettes de saison aux saveurs du potager du Château Colbert. Nous retrouvons Didier, le chef jardinier, Aurélie, notre experte en bonsaï, Très joli. Michael, le potagiste du château. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de retrouver tous les légumes du potager Colbert. Tous rejoints par Jamie et Benoît. Et l'on va finir cette émission en apothéose au pied du Château Colbert avec une assiette extraordinaire qui est à l'image du jardin que nous avons découvert. Vous n'allez pas me contredire, un jardin oriental, eh bien, on est censé y découvrir des paysages naturels. On a une assiette dans laquelle, je n'ai jamais vu ça, on a un potager. Et un potager miniature, extraordinaire. Alors, vous connaissez la règle du jeu, il y a une quinzaine de légumes dans cette assiette. Le but, c'est de découvrir ces légumes. Je vous laisse goûter. Alors, bien évidemment, Michael, c'est un peu plus facile. C'est plus facile pour vous. Allez, c'est parti. Il y a du choix. Il y a du concombre. Ah, il y a du concombre. Bon, facile. Croquant sous la dent. Voilà, très très bien. Oh, je vois du radis là. Voilà. Là, je pense notamment au radis noir, radis rouge, violet et blanc. D'accord. Donc divers radis, si j'ose dire. Divers radis. Voilà. Bravo, Jamie. J'ai le droit de mettre les doigts. Bien sûr, on peut mettre les doigts. Moi, je crois que ce que j'ai goûté là,
c'est le fenouil. Voilà, tout à fait. Excellent. Benoît, est-ce qu'il y a un légume que vous préférez parmi tous ceux qu'on a dans l'assiette là? J'aime beaucoup les carottes là, hein, parce Alors. que je les reconnais très bien. Oui. Alors les carottes, comme vous voyez, c'est des petites carottes primeurs. Là, c'est des pousses de carottes. Hein. Donc là, on est vraiment dans le légume. Oh, c'est délicieux. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce qu'était la fleur jaune que nous avons dans l'assiette? Ça fait penser à la pensée, oui. Petite cornichon. Mais vous savez tout, Aurélie. C'est très difficile hein, de jouer avec vous. Et c'est comestible? Voilà. Bah oui. C'est comestible. Tout à fait. Toutes les fleurs sont en grande partie comestibles à partir du moment où elles ne sont pas traitées. C'est très frais. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est frais. Je me régale. Extraordinaire. Ok. 2 variétés d'asperges d'ailleurs. Asperges vertes et asperges blanches. Merci Sébastien pour cette belle table qui fait le lien entre ce château et ce jardin oriental. Un décor qui, j'en suis sûr, va vous donner encore plus envie de jardin. Profitez du grand air, soignez vos papilles. À dimanche prochain sur France 3. Excellente semaine à tous.